et bienvenue dans Top Class. La dernière fois, nous avons trouvé un jeu avec les nombres. Es-tu prêt à en découvrir un nouveau aujourd'hui? Un nouveau nombre avec de nouveaux indices. Bonne recherche! Tu vas découvrir des nombres. Avec de nouveaux indices, essaie de trouver le nombre gagnant. Le nombre gagnant est un nombre pair. Le chiffre des unités est 4. Ce nombre est compris entre 55 et 95. Ce nombre a pour écriture additive 40 plus 40 plus 4, ou encore 80 plus 4. Quel est ce nombre? Bravo, c'est le nombre 84. C'est effectivement un nombre pair. Le chiffre des unités est 4. Le nombre est compris entre 55 et 95. 40 plus 40 plus 4 ou 80 plus 4 sont des écritures additives de 84. Connais-tu d'autres écritures additives du nombre 84? Je suis sûr que oui. Propose-en une à tes camarades qui te diront si ta réponse est correcte ou pas. Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas faire connaissance avec un petit personnage bien sympathique. C'est un bébé. On regarde. De l'album Papa, Maman, Bébé, écrit par Louise Roulet et illustré par Maryse Noguier, un bébé raconte sa journée de loisirs passée avec ses parents. Sois attentif à ce qu'il en dit. Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps. Maman rame parfois. Et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais, car je suis un bébé. Dans la pirogue, je ne bouge pas. Je regarde mon papa, je regarde ma maman, je regarde la mer. Où allons-nous? Ah, nous allons sur le motou. Qu'allons-nous y faire? Moi, le bébé, je l'ai deviné. Nous allons y passer la journée. Maman a tout préparé. Les biscuits salés à tartiner avec du pâté, le café tout fait pour papa et maman, et pour moi, le bébé, du bon lait. Sur le motou, mon papa a fait un petit feu avec des brindilles de Mickey Mickey. Puis, il est allé pêcher. Et nous, sur le motou, ma maman et moi, on s'est occupés. Ma maman a tressé un panier avec des palmes de cocotier pour les poissons que papa a pêchés. Maman et papa ont préparé le repas, l'ont disposé sur le péoué, puis on l'a mangé. Du poisson grillé, tout frais pêché, avec du ourou chaud et du punupuatoro. En dessert, du gâteau au coco. Me voici sur la plage. Je joue dans une flaque d'eau. L'eau de mer est salée. Elle n'a pas le même goût que le lait. Dans le sable, je patouille, je me barbouille. Papa me prend dans ses bras. Papa, maman et moi, on va nager. L'eau de mer est tiède et salée. On s'est tous bien reposés. Mon papa, ma maman et moi le bébé, on va rentrer. Les affaires ont été remballées. Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps. Maman rame parfois. Et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais, car je suis un bébé. Choisis ta réponse. Que raconte cette histoire?
une matinée sur le motu, un après-midi sur le motu ou bien une journée sur le motu? Cette histoire raconte une journée passée sur le motu. Le matin, à midi, au coucher du soleil. Qui raconte cette histoire? Est-ce le papa, la maman ou le bébé? C'est le bébé qui raconte cette histoire. Il dit « Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps, maman rame parfois et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais car je suis un bébé. » Observe bien ces deux illustrations des personnages de l'histoire dans la pirogue à l'aller, lorsque la famille va sur le motu, et au retour, lorsque la famille rentre à la maison. Laquelle de ces deux illustrations correspond au retour? Est-ce l'illustration 1 ou 2? C'est la deuxième illustration qui correspond au retour lorsque la famille rentre à la maison au coucher du soleil. Le bébé de l'histoire semble heureux. Saurais-tu dire pourquoi? Le bébé de l'histoire semble heureux parce qu'il peut passer une bonne journée sur le motu, jouer dans l'eau, il est bien nourri, ses parents le protègent et l'aiment. Retrouve d'autres petits personnages sympathiques dans les albums imprimés ou les e-livres du CRDP de Polynésie française qui ont pour titre Dis maman, Petit papier, Devine qui joue à cache-cache. C'était un résumé adapté de l'album Papa, Maman, Bébé, écrit par Louise Roulet et illustré par Maryse Noguier, édité par le CRDP de Polynésie française. Sais-tu que comme ce petit enfant, tu as droit toi aussi au loisir et à la protection de tes parents? Pense-y et avec des adultes découvre tes autres droits présents dans la Déclaration des droits de l'enfant. As-tu déjà porté des lunettes de soleil? As-tu observé comme les couleurs sont différentes quand on les regarde avec? Eh bien aujourd'hui, je te propose de fabriquer un nouvel objet. Regarde. Les lunettes. De nos 5 sens, la vue est l'un des plus précieux. Les lunettes sont des objets très utiles pour protéger nos yeux ou nous aider à mieux voir. Elles peuvent être aussi source de découvertes. Aujourd'hui, tu vas fabriquer une paire de lunettes qui te permettra de voir les objets qui t'entourent d'une toute autre façon. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin de 2 rectangles de cartolines, d'un gabarit de carton, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'un poinçon, de filtres transparents de couleur et de colle. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. 2 rectangles de cartolines, un gabarit de carton, un crayon de papier, une paire de ciseaux, un poinçon, des filtres transparents de couleur et de la colle. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends un rectangle de cartolines. Place le gabarit dessus. Tiens-le bien et trace le contour.
N'oublie pas l'emplacement des yeux. Recommence sur l'autre morceau de cartolline. Tu obtiens ceci. Maintenant, découpe les lunettes en passant bien sur la ligne. Quand tu as fini, découpe l'autre morceau. Tu obtiens ceci. Prends à présent le poinçon. Fais des trous très rapprochés sur toute la ligne. Fais bien attention à ne pas te piquer les doigts. Quand tu as fini, retire le morceau de cartolline pour évider la monture. Fais la même chose de l'autre côté et sur l'autre partie de la monture. Tu obtiens ceci. Prends la colle. Applique-en sur les branches. Et le bas d'un support, comme ceci. Mais attention, pas sur le dessus. Pose l'autre support sur le premier et passe bien la main pour chasser les bulles d'air. Maintenant, tu vas plier les branches des lunettes comme ceci. Voilà, la monture de tes lunettes est prête. Laisse-la sécher. Pendant ce temps, prends un morceau de filtre de couleur. Découpe 2 carrés comme ceci. Glisse chaque carré dans la monture. Voilà, tu viens de fabriquer une paire de lunettes. Essaie-les! Maintenant, jouons. Réponds par vrai ou faux. Avec des lunettes à filtre sombre, je vois bien toutes les couleurs. Vrai ou faux? Tu as trouvé bien sûr. C'est faux. Les filtres sombres ne laissent pas passer toute la lumière. Les couleurs ne sont pas bien visibles. Avec des lunettes à filtre de couleur, les couleurs sont visibles mais différentes. Vrai ou faux? Tu as trouvé bien sûr. C'est vrai. Le filtre de couleur laisse passer la lumière, mais il modifie la vision des couleurs. Écoute bien et retiens. Les lunettes sont composées d'une monture et de verres. La monture maintient les verres en place. En général, les verres corrigent la vision ou protègent les yeux. Sans lumière, on ne voit pas bien la couleur des objets qui nous entourent. Les filtres de couleur modifient la lumière et la perception des couleurs. Si tu remplaces les filtres de tes lunettes par d'autres filtres d'une autre couleur, que vas-tu observer? Parle-en avec tes camarades et vérifie avec tes nouvelles lunettes.
Aujourd'hui, tu as appris à fabriquer une paire de lunettes. Tu vas pouvoir t'amuser avec en classe ou à la maison. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Oh, regardez, on dirait Charlie le chien. Mais oui! Bonjour Charlie! Comment? Ta niche a disparu? Sa niche? C'est étrange. D'habitude, Charlie retrouve toutes les choses dont le nom contient le son ch, comme charrette ou niche, justement. Charlie, nous allons chercher avec toi. C'est touchant, ce chien qui ne retrouve pas sa niche, n'est-ce pas, Décibel? Il lui faudrait quelque chose pour passer de l'autre côté. Vous savez, je connais Charlie depuis qu'il est chiot. Un jour, il a retrouvé un cochon qui... Sono! Vous chuchotez alors que nous cherchons sa niche. Désolé. Bon, vidéo. Donnez un pont à Charlie. Non, non, Sono! Il faut probablement un son en ch. Vidéo. Donnez-lui une planche pour franchir la rivière. Oh oui! Planche contient le son ch. Mais vous auriez pu aussi dire cachalot ou chalutier. Ou chipolata, si ça vous chante, Sono. Vous chipotez. Concentrez-vous un petit peu. Je crois qu'on approche. Oh, mais on se croirait chez un marchand de niches. Où est celle de Charlie? Sûrement cachée parmi les autres. Cherchez bien. Son nom doit être écrit dessus. Et pour écrire Charlie, il faut les lettres C et H. Les deux lettres qui, quand elles sont groupées, font le son ch. Vidéo. Trouvez-nous les lettres C et H, voulez-vous? Là, sous la flèche. Oui, C et H font ch, comme dans Charlie et dans niche. De rien, Charlie. Je suis enchantée que tu puisses enfin te coucher. Des chaussures, des chaussettes et un chapeau? Comme c'est charmant! Charlie nous remercie avec des objets dont le nom contient le son ch, qu'il a déniché dans les champs. Merci, Charlie! Oh, quel beau chapeau! Vous savez, Décibel, ça me rappelle Michel le chameau qui avait perdu son chimpanzé en peluche et... Justement, c'est Michel. Je crois que vous avez son chapeau, Sono. Michel, laissez-moi vous expliquer. Vous cherchez quelque chose, Décibel? Oui, mes chaussettes et mon chapeau. Oh, mais vous devriez appeler Charlie le chien. Il retrouve tous les objets dont le nom contient le son ch. Vous allez voir. Charlie? Oh, comme il est chou! Oui, bon, allez-y, Décibel. Demandez-lui de chercher vos affaires. Charlie, va chercher mes chaussettes et mon chapeau, s'il te plaît. Regardez, ça marche! Charlie est un formidable chien de chasse. Et... Oh? Ce n'est pas mon chapeau, mais merci d'avoir essayé. Oui, le mot chameau contient aussi le son ch, comme chapeau ou chaussette, mais je ne vous cache pas que j'attendais autre chose de Charlie. Ce n'est pas important. Il est tellement charmant. Oh, ça y est! Charlie est sur le bon chemin, vous allez voir. Bon, d'abord un chameau et maintenant une chaumière. Bien, Charlie, tu sais trouver les sons ch, mais où sont les chaussettes et le chapeau de Décibel? Mais bien sûr, c'est ça. Charlie a trouvé de quoi refaire mon chapeau et mes chaussettes. Comment? Vous allez faire un chapeau avec un chameau? Le son ch s'écrit avec la lettre C et la lettre H. Ensemble, ces deux lettres font le son ch. Chameau, chaumière. Merci, Charlie. Merci, Charlie. Mais ce chien cherche n'importe quoi. Il suffit de décomposer. Vous prenez chat de chameau et vous faites un chapeau. Chapeau? Mais oui! Bravo, Charlie! Puis, vous récupérez chaud de chaumière pour en faire des chaussettes. Oh! Tiens, Charlie,
Comme récompense, voici chaud de mes chaussettes pour faire une chaussure à mâchouiller. Alors là, je n'y comprends rien. Du coup, vous n'avez plus de chaussettes. Oui, j'ai perdu mes chaussettes. Mais j'ai trouvé un nouvel ami, n'est-ce pas, Charlie? Dans le jargon, l'argot professionnel de la presse, une coquille, c'est une erreur typographique. C'est-à-dire une lettre qui se retrouve imprimée à la place d'une autre, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses ou parfois comiques. Quand on se découvre, par exemple, on dit qu'on ôte sa calotte et non pas sa culotte. Eh bien voilà un genre de bévue qui remonte à la composition des journaux au plomb. C'est-à-dire que le typographe prenait une lettre pour une autre et qu'il pouvait imprimer un U à la place d'un A. La coquille. Alors, pourquoi ce drôle de mot? Parce que une coquille évoque une lettre à l'envers, une lettre inversée, peut-être. Peut-être aussi parce que la coquille était l'emblème du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, où les chrétiens allaient racheter leurs péchés. Alors, la coquille serait-elle le symbole de la faute? Pour être franc, on n'en sait trop rien, mais l'image est amusante. Alors attention, la coquille, elle a bon dos. Lorsqu'un journaliste fait une faute d'orthographe, il peut toujours faire retomber l'erreur sur ceux qui ont composé l'article. C'est moins humiliant, on dit « Oh, c'est une coquille ». Et parfois, ça débouche sur un calembour, une approximation qui embarrasse, ou bien même révèle ce qu'on aurait voulu cacher, un petit peu comme un lapsus. Et il y en a de célèbres. Jérôme Bonaparte, ancien roi de Westphalie, était au plus mal. Et comme cela arrive souvent dans ces cas-là, alors qu'on le croyait perdu, voilà que son état cesse d'empirer. Ce n'est pas qu'il guérisse, mais il reste aux portes de la mort. Et la presse s'en réjouit. Et le lendemain de la crise, il semble se stabiliser, sa santé s'améliore. Alors un journaliste titre son article « Le mieux persiste ». Et une coquille malheureuse fait lire aux abonnés du journal La Patrie « Le vieux persiste ». Ah non! Stop, Yuki! Oui, tu vas pas recommencer à courir dans la peinture et faire des taches partout. Oh, le pauvre! Il a envie de jouer. Voyons, à ton avis, combien de fois les gants peuvent-ils faire rebondir la balle sans la laisser échapper? Je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne sais plus compter après 10? Si, c'est facile. 11, 12, 13, 14, 15, 16... Stop! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après 16? 17? Et après? 18, 19, 20, 21? Et tu ne remarques rien? Bah si, ça se voit comme le Z du nez au milieu de la figure. On entend le son du Z. Dans les nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors que dans les nombres suivants, on entend la dizaine et l'unité. 17, 18, 19. Ah oui, j'ai compris. C'est pareil pour 21, 22, 23 et ainsi de suite. Jusqu'à 67, 68, 69 et 68 par exemple. C'est 60 et 8. C'est 6 dizaines et 8 unités. C'est 6 dizaines et 8 unités. Et pour les dizaines, tu sais, quand il n'y a pas d'unité derrière. Tu veux dire 10, 20, 30, 40, 50, 60 ? Regarde, il y a à chaque fois un zéro derrière. Ce zéro, on ne l'entend pas. C'est pour ça qu'on appelle le zéro le chiffre du silence. Les mots qui désignent les nombres de 11 à 16 se finissent par ZE. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour nommer les nombres de 17 à 69, il faut les décomposer en dizaines et unités. Quand il n'y a pas d'unité, on écrit le chiffre du silence, 0. Mais pourquoi on s'arrête aujourd'hui à 69 ?
Si tu veux savoir ce qu'il y a après 69, on regarde ça la prochaine fois. Parce que là, Yuki, il a vraiment envie de jouer. D'accord. Allez, va chercher la balle, Yuki. Oh non, Yuki! Non, reviens! Tu vas faire des taches partout! Non, Yuki, ce n'est pas possible. Non, pas le temps de jouer avec toi. Il faut tout nettoyer. 67, 68, 69. Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69. Si, c'est 70. Et après, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78... Et avec la grosse tache, là, ça fait 79. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant, les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70, par exemple, on voit bien le mot 60 dedans. C'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais, on va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention, prêt, c'est parti. 60. Attends, tu vas trop vite. 12. Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt? 78. Bravo! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher. On vous explique. Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60 et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop! Arrêtez les gants! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79? Si, justement, il faut que Yuki fasse encore plus de tâches. Yuki, reviens! Va chercher la baballe. Certains mots ont cette chance d'être nés sous une bonne étoile et de n'évoquer que des images positives. Une arabesque, par exemple, une arabesque est toujours jolie. Et le mot sert à évoquer des lignes légères, élégantes, et il appartient d'abord au langage des arts décoratifs. Oh, rien d'indispensable, mais c'est par exemple un diadème de fleurs entrelacées, une guirlande qui couronne le haut d'un meuble, un dessin au-dessus d'une porte. On est dans l'ornementation. Et en fait, il suffit que la ligne plaise à l'œil qui la suit. Et bien sûr, l'arabesque, c'est aussi celle de l'écriture. Le plein, le délié, la belle cursive. Le terme d'arabesque évoque par excellence la légèreté du pinceau ou de la plume. Pas de reprise, il faut que le trait soit sûr, que le mouvement du poignet soit souple. Et cette arabesque, elle est intimement associée à la dextérité tranquille. On sait bien qu'on est dans la courbe, dans le sinueux. On fuit le rectiligne, la ligne brisée. Rien n'est plus éloigné de cette idée d'arabesque que la dent de scie. Et aujourd'hui, sorti du vocabulaire technique de l'architecture ou de la calligraphie, l'arabesque peut évoquer la mobilité du nuage ou le jet d'eau qui murmure et se brise. Alors, à entendre le mot, on saisit tout de suite qu'il évoque les civilisations arabes qu'on connaît à l'époque de la Renaissance, à la fin du XVIe siècle, lorsqu'il apparaît en français. Mais c'est à l'italien qu'on l'emprunte, et il nous arrive avec tout un parfum d'exotisme raffiné. Aujourd'hui, on va le lier avec d'autres formes d'expression sans rien lui ôter de sa grâce aérienne. On s'en sert beaucoup dans le monde de la danse à propos de mouvements chorégraphiques et puis en musique à propos d'un phrasé qui flotte dans l'air. Les arabesques de Claude Debussy, par exemple, au début du XXe siècle, sont un magnifique exemple de cette volupté.
J'ai une petite faim. C'est pas l'heure de manger. J'ai entraînement de foot. Je peux pas y aller le ventre vide. Si t'avais pas sauté le petit déjeuner, tu n'aurais pas besoin de grignoter. La maîtresse nous l'a expliqué, c'est aux heures de repas qu'il faut manger. Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'énergie pour mon match. C'est toute la journée qu'on a besoin d'énergie. Même quand on reste assis en classe ou quand on dort. Même quand on dort? Bah oui. Quand on dort, on respire toujours. On digère, on rêve, on ronfle. Enfin, surtout toi. Bah, toi aussi tu ronfles. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Surtout après être resté 12 heures sans rien avaler. Le matin, il faut bien manger pour être sûr de tenir toute la matinée et être bien concentré en classe, par exemple. Le petit déjeuner, c'est le quart de l'apport énergétique de la journée. Le midi, il faut prendre des forces pour l'après-midi car l'école n'est pas encore terminée. Le déjeuner, c'est 1/3 des apports en énergie. Ensuite, le goûter est juste un encas, histoire de prendre un peu d'énergie pour bien s'amuser au parc. C'est seulement 10% des apports. Et enfin, le dîner, c'est presque comme le déjeuner, un peu moins d'1/3 des apports énergétiques. Il ne faut pas trop manger, car même si on a besoin d'énergie la nuit, il ne nous en faut pas autant que dans la journée. D'accord, mais moi j'ai tout le temps faim. La faim et la gourmandise, ce n'est pas la même chose. Comme manger et grignoter. Les repas, c'est plus sympa, on est tous ensemble, alors que grignoter tout seul dans son coin... En tout cas, cette conversation, ça me donne drôlement faim. Si tu as vraiment trop faim, tu peux toujours manger un fruit. C'est bon pour la santé. Merci, maîtresse. C'est malin. Prums, à moi les gâteaux. Vite, le filet à papillons. Eh bien, vous vous lancez dans une collection d'étiquettes? Ou vous cherchez à comprendre ce que vous mangez? J'aimerais bien, mais protéines, lipides, magnésium, c'est vraiment trop compliqué. Mais non, vous allez voir, tout est dans la méthode. On va d'abord regrouper les étiquettes qui se ressemblent. Oui, on n'a qu'à commencer par celles qui contiennent le plus de protéines. Je me demande à qui sont ces étiquettes. Bah, mais on dirait le groupe des viandes, poissons et œufs. Bien vu, les protéines sont les aliments bâtisseurs. Et maintenant, les produits contenant surtout des glucides. Oh, bonjour les féculents. Les glucides correspondent donc aux aliments énergétiques. Et les lipides alors? Ils servent à quoi? Mais oui, les lipides, ce sont les matières grasses. Et donc, des aliments énergétiques aussi. Et pour savoir l'énergie totale apportée par un aliment, il faut regarder la quantité de calories sur l'étiquette. C'est sa valeur énergétique. Et les autres indications alors? Fibres, zinc, sodium, fer, vitamine A, B, K... Les vitamines, je sais. Elles protègent notre corps contre les maladies. Mais les fibres et les sels minéraux comme le zinc, le fer ou le magnésium aussi. On en trouve surtout dans les fruits et les légumes. Ce sont des aliments... protecteurs. Maintenant, vous savez lire les étiquettes alimentaires. Avec tout ça, j'allais oublier ma tarte aux pommes. Oh là là! Mais elle contient beaucoup de lipides. Anna, je te la donne si tu veux. Non, merci. Je vais prendre la dernière compote de pommes 100% fruits. Mais non, je rigole. On partage.
Qu'est-ce qu'un logogramme? Voilà un mot assez récent, il a été inventé en 1964 par un poète belge, Christian d'Autremont. Voilà un mot donc qui est peu connu, presque jamais utilisé. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il n'existe pas en français? Pas du tout, mais le plus souvent on le trouve sous son aspect abrégé. Logo, tout à fait usuel, qui a éclipsé la forme originale, logogramme. Alors, un logo, c'est un petit dessin, comme on dit de façon familière. C'est un signe graphique qui représente, qui symbolise une entreprise ou une marque. Il pointe donc une identité et se veut reconnaissable au premier coup d'œil. Tout le monde connaît le losange de Renault ou la coquille de Shell. Donc, le logo a à peu près la même fonction qu'un blason, mais ce mot de blason appartient à un ordre ancien. C'était l'emblème d'une famille noble sous l'Ancien Régime. Le logo, lui, est beaucoup plus lié à une logique, à une activité commerciale. Il identifie une compagnie. Mais enfin, comment? Est-ce qu'il lui ressemble? Non, pas exactement, mais il l'évoque, il fait naître un lien logique, presque inconscient, avec la marque, avec ce qu'elle produit ou avec ses premières amours. Le logo de Yamaha, par exemple, est fait de 3 diapasons entrecroisés parce que la société, au départ, ne fabriquait que des instruments de musique. Le logo des magasins Carrefour fait apparaître un C, qui est l'initiale de la marque, et qui est caché entre 2 figures fléchées, mais qui apparaît dès qu'on se représente le losange qui cadre la figure. Donc, avec le logo, on est à mi-distance entre la représentation et le symbole. C'est la logique de l'idéogramme. Bonjour, ici le meeting. Alma, nous commentons pour une chaîne de télé nationale. Tu ne crois pas que l'on devrait s'exprimer plus correctement? Ah ouais, tu as peut-être raison. Je reprends. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct du meeting d'athlétisme. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ma chère consoeur. Bidule s'échauffe, il se met en place, il s'élance. Oh, dommage! Bidule a raté son 3e et dernier saut. Alors, Mehdi, comment as-tu trouvé mon commentaire? Bien, mais un peu limité. Il me semble qu'un commentateur doit donner un peu plus d'informations dans ses phrases. Ah, tu crois? Bah oui, tu fais des phrases trop simples comme « Bidule s'échauffe ». Tu aurais pu dire « Bidule, qui est le champion de saut en longueur du quartier, s'échauffe et va tenter de battre son propre record de 2,10 m ». Oh, regarde, Mehdi, pendant que l'on parlait, on a manqué le saut de notre ami Truc déchaîné qui vient de battre le record de Bidule car il a réussi à dépasser la ligne des 3 mètres. Oh là là là, on n'est pas encore au point comme commentateur. Mais par contre, bravo, tu viens de faire une belle phrase complexe. C'est vrai? Bah oui, car une phrase complexe est une phrase qui contient au moins 2 verbes conjugués. Et toi, dans la tienne, tu en as 4. Parlait, a manqué, vient et a réussi. Et tu ne comptes pas battre et dépasser? Ce sont des verbes. Oui, mais ils ne sont pas conjugués. Ils sont à l'infinitif. Mais je vois que la finale du 100 mètres va démarrer. Il ne faut pas rater ça. Les athlètes ont pris un bon départ, même si Madame Durand est un peu à la traîne. Oh, quel désastre! Truc et Bidule sont tombés à quelques mètres de l'arrivée. Et c'est Madame Durand qui remporte la finale et devient la nouvelle championne en titre du 100 mètres. Mais je vois que ses 2 adversaires ne sont pas rancuniers et la portent en triomphe. Remporte, devient, voit, sont, porte. Très bien, avec 6 verbes conjugués, on peut dire que toi aussi tu es le champion. Le champion de la phrase complexe. Il était presque midi quand Lisa Chiffrose fut attirée par des bruits étranges. « Stop !» hurla Lisa. « Et que faites-vous » « Nous avons capturé le plus grand nombre à 4 chiffres jamais vu, » dit la reine des fourmis. « Qu'avez-vous voulu faire ?»« Mais enfin, le manger, voyons, il est en sucre. »« Oh, ne faites pas ça, parce que il ne faut pas abuser du sucre. »
Bien essayé, ma petite. Mais les fourmis n'ont rien contre le sucre. Rendez-vous compte, 2519. Connaissez-vous un plus grand nombre à 4 chiffres? Pas moi. Eh bien, moi si. Hein? C'est possible? Bien sûr. Déjà, le plus grand nombre à 4 chiffres commence par un 9. Montrez-moi. Pour l'instant, vous avez 2519. Donc, vous avez 2 unités de 1000, suivies de 5 centaines, une dizaine et 9 unités. Le nombre à 4 chiffres le plus grand ne contient que des 9. Si un tel nombre existe, je veux le voir. D'accord. Relâchez ce pauvre 2519 et je vous y emmène. Mais à une condition. Vous prenez une photo souvenir et c'est tout. Vous ne le mangez pas. Nous sommes d'accord? D'accord. Mais je veux le voir maintenant. Nous y sommes presque. Ne faites pas de bruit, le voici. 9999. Vous n'avez pas menti, il est magnifique. C'est le plus grand. 9 fois 1000, 9 fois 100, 9 fois 10 et 9 unités. Venez, je vais vous présenter et vous allez pouvoir faire une photo souvenir. On voit bien le nombre en entier, les unités de 1000, les centaines, les dizaines et les unités. Oh oui, mais dites à vos amis de s'écarter un peu. Vous lui faites peur. On ne peut pas en manger. Un tout petit peu. Vous avez promis. Tenez, voici les photos. Vous allez pouvoir les faire admirer par toutes les fourmis. Merci. Et puis maintenant que j'ai compris comment utiliser les nombres à 4 chiffres, je vais enfin pouvoir compter mes petites fourmis. Il y en a tellement que je vais sans doute atteindre les 9999 fourmis. Et c'est ainsi que les fourmis repartirent avec le souvenir du plus grand nombre à 4 chiffres et que Lisa continua son chemin vers des nombres encore plus grands. Kia ora na, e manawa ki roto ki a Top Class. E aha tā koe e rawe ki te teime whakawhakaiahanga? Kua hakuti ake nei koe ki te pōro? Ki te iehana, e hakanaho atu wau ki te teipere takake. Kauraka e hakarhei ki te reko, ka hakarare anake. Ka hipa mai taki, kua tā ka mokehia te iehanga pōro. Rari anake rā e re. Ka kimi e te ihea rā. Nā te ihanga haka ki te hanga e turu ki a koe. E rari tō roto ki te kāmoke re. Kaore e toru tō roto ki taua kāmoke. E mea korere kāke ko ia ki te ngahuru maono. E mea tore ua ke ko ia ki te ngahuru māmaha. E aha te ie kāmoke. Paki ā, ko te kāmoke ngahuru māpai. Te wairai hoa te rari ki roto. Kaore e toru tō roto. Mea korere kāke ko ia ki te ngahuru maono, ke mea tore uake ki te ngahuru māmaha. Kua au koe? Kua kite koe ki te ienei, nā hea ki a papaki ki te kāmoke ngahuru mapai. E rawihia te hanga tāpako kāmoke no te papaki ki te hanga kāmoke. Kua kite anei koe ki te teirawenga no te papaki ki te kāmoke? No mati e iti ke tōna ngutua whare tā tātou kākai no te iehana. E ki te mai koutou, e ngere te orahanga ki te mea nguhie, ki a ke anake toko e huru ki tō te tei. Ko uraka tātou e haka kemo. Ka hakarare mai ki te kākai, ka piprau iti.
Te ie te kakai, kapi prauiti. Papa ki he Pascal Henrion, tata hi e mihi manarota. Nene ki he te puse RDP no Polinetia Frani. Mai te hangata mariki katonga, e papa ke e mama to matieiti. E here rei to matieiti ki a ninamu tōna papa. E here rei katonga tōna ki a ringaringa tōna mama. E here rei katonga hoki to tōna papa ke tōna mama ki ana. E orahanga koa koa tō te ngutu awhare. Te rārā, no te hakuti, e mea hihi roa. Kua peka peka roa ko papa ke ko mama. Ko rarihana, kua haka mene mene ko matieiti ki ana ma te riri rahi. Kua rawa ki roa vau, e haere au. Ko tōna ia reo. Kua takawiriwiri ko ia, kua takawiriwiri. Ke ki tōna takawiriwiri noa hanga, e ti mai nei tōna riri. Tai atura ko ia ki te hiku o te tai ana vai. Nā hea rā vau? Ko tāna ia uihanga. Tau i atura ko ia ki ana hei pahi. E tere atura nā te vai. Ki reira tōna ki te hanga ki te tai atuhanga pahi huru rau. Te mea toreu, ke te mea korereka. Te tere tere noara mai ki ana. Ki konei au e noho ai. Ko tōna ia manako. Kahi pai ko ia ki te rangi, ki te atura ko ia ki te hanga manu e rere ana ki te atea. E rau manu te mea toreu ke te mea korereka, te mea kura ke te mea ninamu. Te rere la rātou ki hea? Hina ngaro vau e rere nā muri ki a rātou. Tau i hora ko ia ki ana hei manu. Ke peke atura nā muri ki a rātou. Kua rere ko ia kua rere. Ka rere noa e ko ia, rahi noa tōna whakahiahia ki te mea tāna e ki tērā. Ke tai atura ko ia ki te henua o te hanga tiare. E tiare tō te hanga wāhi katonga. Te mea toreu ke te mea korereka. Kua rau te tenga o te hanga tiare. Kua viru mai te hanga tiare, au akua ne e perehua i ki aku. Ko tōna ia manako. Tau i hora ko ia ki ana hei pepe, ke tau maru no atura ki runga, ko rariti are viru mau. Au te wahai ki te viru ke te hau Te hinangaro nei au e noho ki konei. Te rārako wawana ke hio te ie. Ngaro roa tōku nau māku i ki aku. E koa Māori tō pāpā ninamu, ke māmaringaringa ki te kite whakahauhanga ki a matieiti. Kaore rāua ki pangowawe ki ana, kua pakari hoki ko ia. Ka peke mai ki aku. Ko te reo ia o matieiti. Mai te hangata mariki katonga, e māku i tō matieiti. E pāpā ninamu ke māmaringaringa tōna. E mea matie hoki ko ia. No te aha. Kia kano ki hia te ninamu ke te ringaringa, e roa ka mai te matie. Ki roto ki te e kākai, e tamariki āwha ko matie iti no te mea, e nunanga ke tōna mākui tātā ki rari. No te aha i re kohi a ie, no te hakuti e mea hihi roa. Ka hakona ki te kirawatika. No te mea. Kaore ko matieiti e au e hakuti ke tētahi. E mea takake ko matieiti ki tētahi. E tātamaki noa ko matieiti ke tētahi. No te hakuti e mea hihi roa. No te mea e mea takake ko matieiti ki te tai. No te ke ko toia tenga ki hipa kiro ai te tai ki ana.
Kua kite anei koe e aha te taonga I rawehia no te tāta ki te ieputa. E hoki, e ka piparau. Ka kimi ki te tahi atu huru ka piparau, ko te hakataongahia, ke ka hanga ki te tahi atu wā hangāta. Ko te kākai a te ie no kapi parauiti. Papakihia e Pascal Henrion, tātahia I Mhimanarota, nenekihia e te puse RDP no Porinetia Frani. Kua au koe ki te ie kakai? Aue te viru o te hangata e. E te re whakahiahia mau tomati iti. Ki tōna hoki hanga mai, e mea maitaki roa ko ia. E mea nui katonga hoki, te koa o na mākuri. Kahi pana ki te ie hanga. Kua ki te anei koe e aha te hangahia? Ka hipa mai ki te ata. Te pate tiroaroa. Kua rau te huru e te ku ko te pate tiroaroa. Kua kite anei koe ki te whauwha ko te iehanga. Ki te iehana, e hanga koe ho e vauvau no te haka viruviru. Ki reira koe e ki te ai ki te whauwha ko te pate tiroaroa. Tōna ngaru. Kua ine koe? E hinanga rohia, ho e iri. Te pate tiroaroa, ho e peha a rākau mai te ie. Ho e ruro, ho e tipi. Kua ine tā koe hangahanga? Kahi pānake. Ho e iri, te pate tiroaroa, ho e pehe a rākau mai te ie, ho e ruro, ho e tipi. Kua ine koe, haamatānake. Mea hau ake ki a tika noa koe, no te rawe ki tā koe hanga. Ka rawe ho e pate tiroaroa. Ka tuku ki runga ki te iri, e ka haka puaki ki te taumi no te haka ngaru ki ana. Haka mene ki te pate e ka romi. Haka oho ki tā koe pate ki roto ki tō koe nā rima, kaore rā ki runga ki te iri no te haka ngaru ki ana. Ki te ie nei, kua ine te pate. Ka taumi ki runga ki te pate mene no te haka ngaru. Te ie te hohoa ki au ti mai. Ka tuku ki te hiti. Ka rawe ki te tahi pate tiroaroa e ka haamata whaahou. Ka romi ki te pate haka pāpā. Ka hanga whaahou mai e piti ake pate haka pāpāhia. Ka whaanaho mai nā pate haka pāpāhia e maha ki runga ki te iri mai tei e te huru. Ka taumiumi no te puoi ki te hanga pate haka pāpāhia. Kua oti tā koe vauvau. Ka rawe ki tā koe tā pūrākau, ka taumi ki runga ki te pate no te whakatano ki te meu. Te ie ki auti anake. Ka rawe ki te ruro. Ka whakatere atu ki runga ki te pate no te haka more maitaki. Ka tāpū nā te hiti ki te pate ki a oti mai ho e o rapa.
Kua oti tā koe vauvau. Kua ine no te haka viruviru. Maoti te ngarungaru ko te pate tiroaroa. Kua haka ngarungaru hia. Kua pu oihia. E kua puta mai te tahi hohoa. Ka hakuti anake. E mea nā hea te e nā hohoa ki puta mai ai. Ko ia mau, e hohoa mani rima te mātāmua. Te piti, te hohoa ia ko te tāpū rākau. Ka whakarongo e ka pango mai taki. E romi au ki te pate tiroaroa. Ka tāpiti mai, e romi au. Te pate tiroaroa. E pu oi au ki te hanga pate pārahurahau. Ka tāpiti mai, e pu oi au. Te hanga pate pārahurahau. Ki te ienei, e kimi koe ki te tei atu whānhohanga, no te whakaviruviru ki te pate pārahurahau. Ki te hana, kua mata i koe, ho e ko te hangaranga ko te pate tiroaroa. E wharere a tātou ki roto ki te tei haka purorohanga.